Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça de la saison prochaine. On va voir quels seront les ajustements qui vont être faits, notamment en termes de mercato, ce qui veut dire effectif, et aussi en termes de style de jeu. Parce que on sait tous que le Barça a réalisé une grande saison avec le triple national et la demi-finale de Ligue des Champions. On a vu de très très bonnes choses dans le jeu, mais on a vu aussi des choses qui sont perfectibles, des points à améliorer, et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui avec les infos du moment et mon avis sur certains points que je vais vous partager. Déjà, je vais commencer par l'actualité la plus récente. On va parler ici de Mercato et de l'arrivée de Joan Garcia. Je ne vais pas m'y attarder parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne et parce que vous avez certainement déjà dû voir l'info. Il n'y a pas non plus mille choses à dire à ce sujet. Joan Garcia, qui a 24 ans, qui vient en provenance de l'Espagnol de Barcelone. Fabrizio Romano a annoncé que c'est pratiquement bouclé et qu'il y a un accord entre le gardien et le Barça. On sait qu'il va venir. C'est hyper intéressant. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas exactement quel est son réel niveau parce que ce n'est pas uniquement des compilations qui vont nous faire connaître toutes ses compétences. C'est un point qui est important parce que beaucoup me disent que c'est un crack, parce qu'il a été le meilleur gardien de la Liga sur la saison potentiellement, mais je pense que ce n'est pas non plus si simple que ça. Et puis de l'autre côté, pour moi, ce qui m'intéresse fortement en tout cas, c'est le cas de Marc-André Ter Stegen. On parle ici d'un gardien quand même important du côté du Barça, le capitaine de l'équipe qui est présent depuis plus de 10 ans au sein du club. Et lui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les rumeurs disent que le Barça veut s'en séparer et veut le vendre, alors que lui, publiquement avec l'Allemagne, il a eu une conférence de presse où il a dit qu'il veut rester au Barça la saison prochaine. Il a très bien fait comprendre qu'il veut aussi jouer la Coupe du Monde 2026. Donc certainement qu'il veut avoir un rôle important au sein de l'équipe et être le gardien numéro 1. Maintenant, on a compris aussi que Joan Garcia voulait avoir la garantie d'être le gardien numéro 1 pour venir au Barça. S'il a eu un accord, c'est que certainement qu'il a eu ce qu'il a voulu avoir. Donc, c'est complexe. Dans tous les cas, ici, selon moi, il faut que le Barça tourne la page en se séparant de Ter Stegen et en mettant Joan Garcia en valeur. On verra qui sera le gardien numéro 2, mais c'est ce que j'espère voir parce que je pense que Ter Stegen a fait de très bonnes choses pour le club, mais que désormais il faut passer à autre chose pour plein de raisons, que ce soit économique ou même de manière plus générale. Sportivement aussi, je ne pense pas qu'il a le niveau depuis quelques années. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent Ter Stegen, ça reste mon avis. Par rapport à tout ça, ok. Au niveau du poste de gardien, dans tous les cas, Joan Garcia arrive. On verra s'il sera le gardien numéro 1 ou numéro 2. Personnellement, comme vous l'avez compris, je veux qu'il soit le gardien numéro 1. Mais par la suite, du mercato. En soi, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont tombées. Déjà, pour la simple et unique raison qu'on ne connaît pas vraiment la réelle situation économique du club. Et ça sera toujours un flou par rapport à ça. On a l'impression que ça ne se règle pas avec le temps. Les années passent et la Porta nous vend beaucoup de rêves, mais pas toujours pour grand-chose. Alors, moi, j'ai pas envie de parler sans savoir. Je vais laisser le temps faire les choses et ensuite, on verra ce qui va se passer. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des rumeurs concernant Marcus Rashford qui sont très récurrentes et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il signe au club, mais rien n'est fait pour l'instant. Et on parle aussi de Luis Diaz qui intéresse fortement Deco et Jean Laporta depuis un certain temps. Alors, on va voir si ça va se faire ou non, on ne sait pas. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire ici, et ce qu'il y a de plus important à retenir selon moi, encore une fois, c'est que l'idée principale est que les joueurs importants aillent plus souvent sur le banc. Je veux qu'on voit cette image beaucoup plus souvent la saison prochaine. Je veux que des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha ou même Pedri aient beaucoup plus de repos parce qu'il y aura d'autres joueurs qui seront capables de jouer à leur place et d'être performants. Pas forcément au même niveau, évidemment, mais simplement tenir leur rang pour des matchs de championnat, des matchs de coupe, des matchs moins importants. Mais Hansi Flick n'a même pas eu ça. Il faut se dire encore une fois qu'il a réalisé une saison dingue avec un effectif beaucoup trop pauvre pour les ambitions qu'il a eues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il mérite beaucoup plus. Et je vais faire un lien et vous allez comprendre que là, on va parler tout de suite d'Hansi Flick et de ce qu'il devra apporter la saison prochaine. Ce que j'aimerais dire, c'est que Hansi Flick est arrivé et selon moi, le plus grand changement qu'on a vu, c'est la condition physique des joueurs. On a vu que les joueurs du Barça ont enchaîné tous les 3 jours avec un très haut rythme. Il ne faut pas être un expert pour le voir, il ne faut pas être un expert pour comprendre que le Barça a mis une bien meilleure intensité avec une bien meilleure régularité et que généralement, il y a eu beaucoup moins de blessés. Et on le voit par exemple avec Pedri qui se blessait hyper souvent et qui a fait une saison complète sans aucun problème. Donc ça, on l'a bien compris.
Et ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que le Barça va continuer sur ce même rythme-là. Est-ce que les joueurs vont continuer avec ce même rythme-là aussi? C'est la grande question. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que par exemple au Bayern Munich, on avait à peu près la même chose. Hansi Flick avait réussi à mettre en place son style qui était très très demandant d'un point de vue physique et les joueurs ont été excellents lors de la première saison. Ils ont réalisé le sextuplé avec des performances mémorables, mais quand on regarde l'intensité qu'ils mettaient dans les matchs, c'était juste phénoménal. Le travail fourni par le staff de Hansi Flick était dingue. Ce qui n'a pas empêché une grosse baisse de régime lors de la seconde saison où on a vu les joueurs du Bayern Munich en beaucoup plus grande difficulté et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Parce qu'on connaît le style d'Hansi Flick, on sait qu'il mise beaucoup sur le pressing, sur le contre-pressing et sur l'idée de défendre très 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 haut sur le terrain, le plus haut possible. Et lorsque tu veux faire ça, il faut que les joueurs soient en très bonne condition parce que si jamais ils ne suivent plus le rythme, ça fait qu'ils vont être positionnés haut sur le terrain, mais en n'empêchant pas la relance des adversaires. Et là, la défense centrale est mise en danger. On l'a vu en fin de saison du Barça. Et selon moi, l'une des raisons pour laquelle le Barça n'est pas allé au bout en Ligue des Champions, c'est le physique des joueurs. Pour moi, ils étaient un peu trop fatigués et n'arrivaient plus à répéter les efforts à plus haute intensité. On sait que par exemple, avant la demi-finale retour de Ligue des Champions, le Barça a joué en prolongation en finale de Copa face au Real Madrid pendant 120 minutes à très très haute intensité et ils ont dû encore une fois jouer quelques jours plus tard pendant 120 minutes face à Inter Milan avec une immense intensité où ils ont fait une remontada dans le match, ils ont tout donné, tout et à un moment donné, les corps ont un petit peu lâché et ils n'arrivaient plus à faire les efforts, ce qui faisait que défensivement, la chaîne centrale était beaucoup trop exposée. Tout ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte et ça se joue à des détails. On sait qu'Hansi Flick prend beaucoup de risques. Quand les joueurs sont affûtés physiquement, quand il y a aussi cette détermination, tout se passe très très bien généralement. Mais lorsqu'il y a une petite baisse de régime, notamment en termes de physique, là, ça se fait ressentir. C'est pour ça que je tiens à le lier au mercato. Je ne mets pas la faute sur Hansi Flick. Je mets plus la faute sur Laporta en termes de construction d'effectifs. Je pense qu'il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça. Quand on regarde, j'ai pas envie d'être méchant, mais Pau Victor, c'est un joueur cool, c'est un joueur gentil, c'est un joueur qui techniquement est bon. Et je l'ai dit, pour moi, s'il va ailleurs, il peut faire de très bonnes choses. Mais ce n'est pas un joueur fait pour le Barça. Ce n'est pas un remplaçant de Lewandowski. Il faut bien comprendre ça. Ansu Fati, on a beaucoup été attaché à lui, on a beaucoup apprécié son parcours au départ, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte inconnue au niveau de son physique et au niveau de son niveau de jeu aussi. Donc on ne peut pas non plus se dire que Ansu Fati est le vrai remplaçant de Rafinha. On ne peut pas se dire que Pau Victor est le remplaçant de Lewandowski. C'est des choses qu'on ne peut pas entendre. Alors par la force des choses, Ferran Torres est arrivé et a été très important et c'est une très bonne nouvelle, mais il faut plus de joueurs comme ça. Qui est le véritable remplaçant de Lamine Yamal ? Qui est le véritable remplaçant de Jules Koundé? Au final, ça a été Eric Garcia, c'était une très bonne surprise. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et c'est pour ça que ce mercato est important. Pas vraiment en termes de grosses arrivées. Oui, dans l'idéal, moi j'aimerais un top numéro 9 pour remplacer Lewandowski. On peut imaginer plusieurs choses comme ça. Un top gardien, bon, là ce sera Jean Garcia, vous avez compris dans l'idée. On aimerait ce genre de choses-là, ou même une top recrue aussi en défense pour l'après, Nico Martinez, etc. Mais ce qui est le plus important là, tout de suite, à court terme, c'est surtout d'avoir des joueurs sur le banc beaucoup plus compétents et qui vont apporter bien plus en sortie de banc, déjà, ok, mais surtout aussi permettre au cadre, encore une fois, de se reposer. Et c'est là que la seconde saison de Hansi Flick au Barça ne ressemblera pas à celle qu'il a vécue au Bayern Munich parce qu'il aura beaucoup plus de latitude pour pouvoir donner du repos à ses joueurs. Et ça, c'est un point vraiment crucial pour la saison prochaine. Je pense que on ne met pas assez d'attention là-dessus. Il faut vraiment prendre en compte qu'Hansi Flick mise beaucoup sur le physique des joueurs et est hyper exigeant à ce niveau-là. Et donc, pour cela, il faut que Joan Laporta et Deco aillent dans son sens et lui offrent un mercato qui lui permettra, encore une fois, d'avoir plus de latitude la saison prochaine. Ça, c'est un point très important. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du mercato, de la préparation physique aussi des joueurs, c'est des points que j'apprécie beaucoup, mais je vais maintenant me concentrer sur le style de jeu de Hansi Flick pour la saison prochaine. Est-ce qu'il y a des changements à opérer ou non? Parce qu'on entend beaucoup dire que lors de la saison prochaine, pour être plus compétitif, pour notamment gagner avec des champions, il faudra arrêter avec le piège du hors-jeu et il faudra arrêter avec ce positionnement hyper haut sur le terrain. Et ça me fait un petit peu rire parce que c'est des points que j'abordais lors de l'arrivée d'Hansi Flick. Dès ses premiers matchs, je le disais. Et je disais que
le piège du hors-jeu systématique peut vite devenir un problème, peut rendre Hansi Flick lisible, ça peut être des failles. Et je disais que c'est des choses auxquelles il faut faire attention et il faut plus équilibrer son style, sinon ça posera problème au bout d'un moment. Alors, il m'a surpris parce qu'il a montré de bons ajustements au fur de la saison et je l'ai dit, je me suis trompé parce que je ne pensais pas qu'il était capable de mettre en place plusieurs systèmes de jeu, un 4-2-3-1, un 4-3-3, mais surtout avec des idées différentes, un 4-2-3-1 hyper vertical et un 4-3-3 avec beaucoup plus de contrôle. On a vu des choses différentes et même le PSG du hors-jeu, il y a eu des périodes dans la saison où on le voyait beaucoup moins, on voyait que l'équipe défendait différemment. On a vu pas mal d'ajustements hyper intéressants. Daniel Olmo au poste de faux numéro 9, des choses que je n'imaginais pas dans Hansi Flick. Et pour moi, il a évolué tactiquement et il a su se remettre en question. C'est excellent. Maintenant, par rapport à la saison prochaine, selon moi, il ne faut pas qu'il arrête avec son PSG hors-jeu. Il ne faut pas qu'il arrête avec ce positionnement hyper haut. Il faut simplement mettre le curseur au bon endroit. C'est-à-dire que par exemple, tu mets en place le PSG hors-jeu, ok, mais il ne faut pas qu'il soit systématique. Ça, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Comme Omar Da Fonseca le dit à chaque fois, lui je pense qu'il exagère un petit peu parce qu'il a frappé encore plus fort que moi, mais c'est évident que si tu défends constamment de la même manière, l'adversaire sait à quoi s'attendre et doit uniquement répéter le même plan pour pouvoir trouver une faille et c'est comme ça qu'ils vont se créer des occasions de but énormes. Donc je pense qu'il faut trouver le bon timing par rapport au piège du hors-jeu. Et je ne dis pas que de temps en temps, il faut reculer très bas sur le terrain et défendre en bloc bas. Non, je n'imagine pas non plus tout ça. Mais je dis simplement que mettre en place le piège du hors-jeu de manière systématique, c'est problématique et ça rend ton jeu lisible. C'est ce que j'ai toujours dit. Je reste sur la même lignée et c'est un point important. Maintenant, pour moi, ce n'est pas que ça le problème. Ok, ça ce serait bien quand même d'arranger cela. Ok, d'un point de vue défensif, je pense que tu seras un peu plus solide, mais ça ne se jouera pas uniquement là-dessus. Pour moi, le positionnement sur le terrain, il faut le garder parce que ça va dans la lignée des forces d'Hansi Flick, de ce qu'il peut apporter. Lui, c'est le jeu vertical, c'est le jeu direct, c'est le pressing, c'est le contre-pressing, et tout ça, ça va ensemble. Donc autant conserver cela à l'équipe, encore une fois, surtout si la condition physique suit. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est que selon moi, il faudra, on va dire, plus, encore une fois, mixer le jeu de transition et le jeu de position. Je pense que le Barça, en première partie de saison, ça a été uniquement du jeu hyper vertical. Après le mois de décembre, notamment à partir de l'année 2025, on a vu des changements tactiques opérés par Hansi Flick et on a vu qu'il a voulu mettre une équipe en place avec plus de contrôle et avec moins d'attaques constantes vers l'avant. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu vraiment une grosse amélioration et j'ai vu un Barça beaucoup plus mature dans le jeu. Et on a vu des matchs où dans le contenu, ça a été hyper bon. On a vu une vraie évolution. Et après, par la suite, j'ai l'impression que le Barça est un petit peu retombé dans ses travers. Et ça a fait qu'on a vu des matchs avec beaucoup de buts hyper spectaculaires, mais avec beaucoup de buts encaissés surtout. Et ça a fait que ça a donné des opportunités aux adversaires de rester en vie. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on pense à Inter Milan, ok, mais même face à Dortmund, quand on regarde, tu gagnes le match aller 4-0, mais le match retour, tu le perds 3-1. Et dans le contenu, ça a été très difficile. Et c'est vraiment peut-être la vitrine de ce que je vous raconte. Rappelez-vous, lors du match face à Dortmund, on a vu une équipe du Barça qui attaquait constamment, qui voulait constamment être très verticale et prendre l'espace dès que possible. Et ça a fait qu'au final, tu n'as pas eu des phases de conservation où tu as eu le ballon et à ce moment-là, Dortmund, eux, ont pu le récupérer beaucoup plus vite et eux continuaient à dominer et jouer sur ta faiblesse qui est la défense. Ça, c'est des points qui n'ont pas été bons du tout et ça montre aussi quelquefois les erreurs qu'Hansi Flick peut faire en voulant trop attaquer, en voulant trop marquer constamment. Je pense qu'il faut trouver un équilibre et un juste milieu par rapport à ça, c'est aussi simple que ça. Et en soi, face à l'Atlético Madrid en demi-finale de Copa, je pensais sincèrement qu'il avait compris et je pensais sincèrement que l'équipe avait vraiment pris en maturité parce que lors du match aller, c'est 4-4. C'est un match de folie, l'un des matchs les plus fous de la saison, encore une fois. Rappelez-vous, tu mènes au score par 2 buts, tu reviens à 2-2, puis même 4-2, et au final, tu perds 4-4. Enfin, tu fais match nul, pardon, justement, lapsus peut être révélateur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est 4-2 pour le Barça ne ferme pas le jeu. Le Barça ne veut pas conserver le ballon et simplement tuer le rythme du match. Non, le Barça, à ce moment-là, veut mettre le 5e but et le 6e but. Et c'est à ce moment-là que l'Atlético Madrid, eux, restent en vie et peuvent utiliser des contre-attaques avec beaucoup d'espace pour pouvoir espérer marquer et revenir dans le match. C'est ce qu'ils ont fait. Mais là où j'ai dit que je pensais qu'ils avaient tiré une bonne leçon de ça, c'est que lors du match retour, le Barça gagne 1-0 à l'extérieur et dès qu'ils mettent le but, ils ferment le jeu. À ce moment-là, on avait vu une possession de balle beaucoup plus
présente avec un jeu beaucoup plus lent et beaucoup plus posé. Et c'est ça qui a fait la différence. Ça fait que tu as tué le rythme du match. Et à ce moment-là, l'Atlético Madrid n'a pas su exister et n'a pas su être dangereux. Donc tu n'as même pas été mis en danger et tu as su te qualifier tranquillement avec une grande maturité. Au final, tu as joué une finale monstrueuse face au Real Madrid où tu as su remporter le titre. Ça, c'est important. Et encore une fois, face à Inter Milan, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas rabâcher tout ça, mais vous comprenez que pour moi, le plus important, c'est que le piège du hors-jeu ne soit pas systématique. C'est que tu continues à jouer très haut en jouant sur tes forces, mais que tu sois plus tempéré dans ton approche, en voulant pas tout le temps attaquer, pas tout le temps jouer vers l'avant, mais en ayant quelquefois des phases de possession. Et comment matérialiser ça? Alors, il y a l'approche d'un Zefli qui doit être importante et c'est primordial, mais il y a aussi les joueurs choisis sur le terrain. Je pense que lorsque tu joues avec Daniel Olmo, Fermín Lopez, Rafinha, ça fait quand même beaucoup de joueurs hyper portés vers l'avant. Je pense que des fois, il ne faut pas hésiter à jouer avec un milieu à 3 avec une pointe basse et c'est ce que Marc Casado pourra apporter. Je pense que Casado pourrait être accompagné de Frenkie de Jong et de Pedri. Ça pourrait faire beaucoup de bien à certains matchs, des fois, pour apporter plus de contrôle. Imaginons par exemple que on est en Ligue des Champions, tu as gagné le match avec 2 ou 3 buts d'écart, le match aller. Lors du match retour, tu vas assurer la qualification. Eh ben, tu mets un milieu à 3 comme ça avec une pointe basse, avec beaucoup plus de contrôle. Et tu demandes aux joueurs de conserver le ballon et d'attaquer aussi, mais en mixant les deux. Et ça peut faire du bien. Marc Bernal aussi pourrait faire beaucoup de bien. Je l'imagine énormément dans ce système de jeu-là, en pointe basse, avec De Jong et Pedri. Même Gavi aussi peut beaucoup apporter. Et j'en attends beaucoup de lui d'ailleurs pour la saison prochaine. Mais voilà, vous comprenez là où je veux en venir. Je pense que le choix des hommes peut être important. Mais c'est une approche surtout qu'il faut mettre en place et qu'il faut matérialiser du côté de Hansi Flick. Donc c'est ça au final les points les plus importants. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que le Barça a réalisé une grande saison et on l'a vu. Mais je pense que au final, s'arrêter simplement sur des arrêts de Yann Sommer pour dire que le Barça n'est pas en Ligue des Champions ou le fait que Lamine Yamal a touché le poteau, c'est des choses factuelles, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais ça fait partie du football, ça fait partie du sport et c'est des choses qui peuvent encore arriver. Mais je pense qu'il faut éviter aussi d'arriver dans une situation catastrophe où ça se joue au moindre détail. Je pense que des fois le Barça doit un peu plus prendre les choses en main et dominer. Et je pense que par exemple lors du match aller face à Inter Milan, il était possible d'avoir un scénario beaucoup plus tranquille que d'encaisser 2 buts au bout de 20 minutes et à devoir courir derrière le score et attaquer au point de au final, se faire revenir au score. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la chose et j'espère que le Barça la saison prochaine aura plus la main mise sur les matchs. Je pense que c'est fortement possible parce qu'Hansi Flick a prouvé qu'il en est capable et qu'il peut changer son approche. Il a montré qu'il n'était pas borné avec un système de jeu, une seule façon de voir le football et de continuer comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut se faire. C'est comme ça que je vois les choses. Encore une fois, dans cette vidéo, j'ai donné des informations par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on entend dans la presse, mais j'ai donné aussi mon avis sur plusieurs points. C'est intéressant pour moi qu'on puisse débattre là-dessus. Et encore une fois, c'est important. Je ne me mets pas au-dessus de qui que ce soit. Je n'ai pas plus de connaissances que vous forcément. Je ne me connais pas mieux que qui que ce soit en termes de football. Je donne simplement mon avis. Parce qu'aujourd'hui, quand on critique Hansi Flick ou un coach, on nous dit que ouais, mais non, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de certification. Comment tu peux dire que tu t'y connais mieux? Je ne dis jamais dans mes vidéos que je m'y connais mieux que qui que ce soit. Je dis simplement que c'est mon avis par rapport à mes connaissances, à ce que je sais du football, à ce que j'ai vu, analysé, décrypté. Et je me permets simplement de donner mon avis. Et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. C'est pour partager mes opinions et débattre avec la communauté foot et notamment celle du Barça. C'est important pour moi de le faire. J'espère que vous allez comprendre mon approche et vous allez débattre aussi avec moi en donnant votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.